Le peuple vous observe, vous regarde et demande à ce que vous pouvez travailler en leur faveur. Et c'est la raison même selon laquelle vous avez été choisi dans les institutions que vous êtes en train de diriger. C'est le thème qui va nous animer dans cette émission, les thermomètres de la RDC. Fidèles téléspectateurs, bonjour à tous. Autour de cette table, 3 co-débatteurs avec qui nous allons animer la journée. Je vous présente sur ces plateaux Marius Moubalama. Il est proche du docteur Denis Mukwege. Cher estimé, bonjour. Bonjour, merci, bonjour beaucoup, messieurs les journalistes. Merci pour l'invitation encore. Ça faisait longtemps que je n'ai pas été sur ces beaux plateaux d'Apic Télévision. Et une des grandes chaînes de télévision dans la ville. Merci beaucoup. Je salue votre professionnalisme, votre façon de présenter l'émission et la façon dont vous traitez les invités aux pieds égaux. Félicitations et courage. Merci. Permettez-moi de saluer mes co-débatteurs ici, avec qui nous allons y un moment de partage républicain. Justement. Nous allons parler république, et ça, ça de passion, parce que nous aimons le Congo, et ce que nous allons faire ici, c'est pour le bien des Congolais. Et salutations encore une fois de plus à la population qui nous suit. On est là. Mais avant de te citer, permettez-moi de lancer un cri d'alarme. Très important. Oui. Apparemment, le gouvernement central prend ça à la légère, mais la ville de Bukavu, je l'ai dit encore, est en train de disparaître. Ça fait plus ou moins 5 ans que chaque une semaine, chaque 2 jours, il y a des incendies de maisons. Les maisons sont en train de partir en fumée. Et quand il y a une maison... C'est dû à quoi? C'est ça ce que je suis en train de dire. Jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à déterminer la source de ces incendies-là. Et je me demande si pour le gouvernement, cela n'est pas un problème pour lequel il faut chercher à trouver solution. Parce que ça aussi, ça va de bien-être de la population. Et parmi les besoins humains, le plus nécessaire, plus urgent, il y a le logement, il y a l'habitation. Et là, aujourd'hui, plus ou moins 2500 ménages, je dis bien ménages, passent nuit à la belle étoile. Et là, il faut compter maintenant le nombre des enfants, le nombre de mamans, le nombre de vieillards, de personnes vulnérables qui sont dans la rue, et cela sans aucune assistance. C'est pourquoi je lance un cri d'alarme au gouvernement central, parce que j'ai comme l'impression que le gouvernement provincial est débordé de la situation. Alors je lance un cri d'alarme, comme ça a été fait lors du conseil de Mike Kalambay. Le gouvernement central s'est réuni en urgence pour chercher à définir les responsabilités des morts, qu'ils fassent la même chose, qu'ils puissent se réunir pour chercher à connaître le cause de ces incendies qui sont à répétition dans la ville de Bukavu, et de chercher comment d'organiser une assistance humanitaire à travers le ministère des Affaires sociales pour assister cette population-là, mais aussi au ministre de l'Urbanisme de chercher comment urbaniser de nouveaux sites pour la population de la ville de Bukavu, parce que la ville de Bukavu est surpeuplée, il faut le désengorger. Et pas le désengorger, mais comment dire, trouver des sites là où la population peut habiter. Les sites appropriés. Les sites appropriés, voilà, les sites appropriés. En tout cas, c'est une urgence aujourd'hui que le gouvernement central doit chercher, auquel le gouvernement central doit chercher à trouver une solution le plus vite que possible. Merci beaucoup. Un cri, nous pensons bien que sera entendu par les autorités, parce qu'ils sont obligés de trouver la solution. Servez le peuple, car il vous observe. Il voit comment vous êtes en train de faire des choses. En face de vous, je vous présente Christophe Ntumba. Il est analyste politique indépendant. Cher estimé, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Bonjour, mes co-débatteurs. Et bonjour aussi à toute la population qui est en train de nous suivre. Merci beaucoup, et surtout d'avoir répondu à notre invitation. Moi également, je suis heureux pour l'invitation. Nous sommes venus pour servir le peuple, comme se dit. Nous avons trop de choses à parler, à dire. Nous sommes indépendants. Merci beaucoup. Ben Punga est avec nous, habitué de cette émission. Cher estimé, bonjour. Bonjour, cher confrère. Je l'ai dit, vous êtes proche du professeur Patrick Onoya et analyste politique. Effectivement. Merci beaucoup. Affirmatif. Voilà. Comment vous allez? Ouais, ça va très bien. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Je donne les grandes lignes de cette émission. Kinshasa, gouvernement Bumba investi, vous le savez déjà. On se pose la question, quoi s'attendre de ces gouvernements pour redorer l'image de la ville de Kinshasa, la capitale. Aussi, l'interview exclusive du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en Belgique. Et vous le savez très bien. C'est d'ailleurs l'actualité avec laquelle on va commencer dans cette émission, mais on va
On va aller aussi au Sénat où les dépôts des candidatures pour l'élection du bureau définitif s'est clôturé hier. On va y revenir avec tout ce qui s'est passé là-dedans, mais je prends d'abord l'interview du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Je préfère commencer avec Ben Punga. J'ai retenu un mot, réduction du train de vie des... amélioration plutôt du train de vie des populations. Des mesures urgentes ont été annoncées par le chef de l'État pour juguler le problème qui gangrène aussi les paniers de la ménagère aujourd'hui, faisant allusion à la réunion tenue ici à Kinshasa par le ministre de l'économie, Daniel Mukoko Samba. Peut-on toujours espérer ou bien des mesures sont déjà en application parce que les taux des dollars, c'est toujours en hausse, les paniers de la ménagère vides, autant des situations, les transports difficiles, beaucoup de choses se passent. Doit-on toujours espérer? Merci beaucoup encore une fois, Cédric, pour la question très pertinente que je juge. Apparemment, votre téléphone, oui. J'ai beaucoup apprécié le thème, déjà qui parle de servir la population, cette population congolaise. Je commence par saluer la population congolaise elle-même qui est en train de nous suivre, donc chers compatriotes. En fait, par rapport à la sortie médiatique du président de la République hier, ses propos tenus, ses analyses faites et tout, moi je juge ça d'une habitude. Je crois que c'est quelqu'un que nous respectons beaucoup, le président de la République. Mais quelque part, il y a une habitude à travers ces gens qui doivent revoir la façon de suivre les instructions du chef de l'État. Vous savez, nous l'avons toujours entendu parler de cette façon-là de revoir le train de vie pour donner quand même une bonne façon de vivre aux Congolais. C'est devenu une habitude. Il en parle très souvent. Et nous voyons par rapport à l'exécution. Dans le gouvernement central, il n'y a rien qui se passe de très visible, de très remarquable. Nous touchons aussi au point de ce qui est le dépôt des candidatures. On va aller au Sénat, mais on reste d'abord sur l'aspect de l'interview du chef de l'État. Ouais, sur l'aspect de son interview, toujours, je crois qu'il y a une habitude et le président de la République doit voir s'il peut mettre une commission de suivi de tout ce qu'il dit et donne comme instruction au gouvernement central. En ce moment-là, nous verrons quand même les choses changer et prendre d'avancement très vite. Déjà que juste après les élections, nous avons pris presque 6 mois, on a pris 6 mois, un demi de l'année, pour mettre en place le gouvernement, pour mettre en place le bureau définitif de l'Assemblée nationale, pour mettre également en place le bureau définitif du Sénat. Ça continue à prendre du temps et je ne crois pas que les choses pourraient aussi aller très vite. Ah, merci beaucoup Ben Punga. Je prends Christophe sur cette question. Qu'il ne me juge pas maintenant, qu'il continue à faire confiance, dit Félix Tshisekedi. Là, il s'adresse à la population congolaise. Lui s'inscrit toujours dans la logique d'améliorer le social du peuple congolais. Doit-on toujours espérer ou bien Félix Tshisekedi, il s'inscrit dans la logique de mieux faire les choses? Monsieur Cédric, notre confiance souffre déjà. Notre confiance souffre déjà. Monsieur le Président, quand tu l'as parlé, ce n'est pas d'actualité. Dire ou bien demander à la population qu'il est en train toujours de penser à améliorer, c'est quelques promesses qui sont déjà été faites il y a longtemps, qui ont été faites il y a longtemps. Nous sommes fatigués de ces promesses-là. Il y a un problème que notre frère Ben a touché ici, le problème de l'exécution qui souffre. Ce n'est pas la première fois qu'il y a eu le comité mixte, on parle du ministère de l'économie, on parle du ministère des Finances, oui. Tout ça. Nous sommes peuple, nous avons confiance en chef de l'État, mais il doit quand même tout faire pour mettre l'équipe ferme qui doit faire le contrôle de l'exécution de ces promesses. Le peuple est déjà fatigué de ces promesses-là. Nous sommes témoins de ce que nous sommes en train de voir. Quand on parle des taux de dollars aujourd'hui, c'est vraiment lamentable. C'est lamentable, nous souffrons de cela. Comment le gouvernement central n'arrive pas à trouver solution à cette question? Nous nous posons des questions, puisqu'on avait l'espoir... l'actuel ministre de l'économie, Mukoko Samba, c'est une personnalité qui pèse dans ces pays. On s'attendait quand même à des réactions fiables. Mais vous savez une question que je peux vous poser, c'est que lorsque j'ai suivi le chef de l'État dit nous venons à peine de commencer, le gouvernement en place n'a même pas encore fait son jour. Comment vous voulez toujours mettre la charrue avant les bœufs?
Qui vient de commencer? C'est le président qui vient de commencer ou bien les gouvernements? Mais il doit travailler avec le gouvernement en place. Le problème de travailler avec le gouvernement en place, je ne vois pas pourquoi tout ça, ça souffre toujours. On doit toujours attendre qu'on vienne de commencer. On ne vient pas de commencer. Le télé depuis le mois de décembre 2023. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'août. Ça fait combien de mois passés? Moi, je trouve comme si à un certain moment, vous allez trop vite au lieu d'observer ce que fait le gouvernement en place. Parce que jusqu'ici, toutes les mesures sont prises pour répondre aux doléances des Congolais. Le peuple va vite puisque le peuple a besoin de solutions. Nous avons pris le temps d'observer et on a observé, ça fait longtemps, il n'y a pas d'action palpable. Il n'y a aucune action palpable. Si vous nous dites que nous devons encore espérer, on va espérer jusqu'à quand? Le mandat est de 5 ans. Merci beaucoup, cher estimé Christophe. Marius Moubalama, je vous prends. Je crois que vous avez suivi le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Bon, mais quand même, il revient sur plusieurs questions. On va parler sécurité dans cette émission, on va parler social. Mais je m'attelle d'abord à ces niveaux-là, les social du peuple congolais. Il y a une question qui a été posée au chef de l'État pour dire peut-être les gens ont tendance à différencier Etienne Tshisekedi a Félix Tshisekedi du côté social parce que Tshisekedi s'inscrivait dans la logique de répondre aux besoins de la population, mais Félix non plus. Qu'est-ce que vous en dites? Merci. Nous avions suivi cette sortie médiatique du chef de l'État qui laisse passer beaucoup de questions. Et je me dis, est-ce que le chef de l'État a toutes les informations possibles? Est-ce qu'il a posé des questions à ses collaborateurs par rapport à la situation actuelle, par rapport au panier du ménagère? Quand vous suivez l'intervention, lui-même, le chef de l'État, il dit que parmi ses engagements, il y a celui de réduire, n'est-ce pas, le pouvoir d'achat, réduire le pouvoir d'achat de la population. Vous pouvez comprendre ça? À moins que ce soit une erreur ou bien comment on appelle ça, un lapsus. Mais on ne peut pas réduire le pouvoir d'achat. On travaille pour améliorer le pouvoir d'achat de la population. Et effectivement, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. N'est-ce pas? 1 million de francs congolais, il y a quelques années sous Matata, équivalait, n'est-ce pas, à $1000. Non, équivalait à presque à $1000. Aujourd'hui, 1 million de francs, ce n'est même pas $500, ce n'est même pas $400. Ce que tu pouvais acheter avec 1 million de francs il y a 2 ans passés, vous ne pouvez pas les acheter avec le même panier, vous ne pouvez pas l'avoir à ce prix aujourd'hui. Et le gouvernement, jusqu'à preuve du contraire, n'a rien fait pour améliorer le panier du ménageur. Mes confrères ici l'ont bien dit. La population est fatiguée, n'est-ce pas, des promesses, est fatiguée. Et ça fait longtemps que la population est dans la salle d'attente. Il attend. Mais rien n'est fait pour améliorer son bien-être. Rien n'est fait. Moi, je m'inscris toujours dans les combats de défendre le bien-être de la population. Effectivement, rien n'est fait pour que la population, n'est-ce pas, puisse dire que non, aujourd'hui, je peux nouer avec mon salaire, ce que je gagne, je peux nouer les 2 bouts de mois. Impossible. Vous voyez? On parle de l'économie aujourd'hui. Et quand vous suivez le chef de l'État, vous sentez comme si c'est son premier mandat aujourd'hui. Quand il dit que nous venons à peine d'entrer, laissez-nous le temps. Non! Non! Mais c'est un nouveau gouvernement. Non, monsieur. Il y a des nouveaux animateurs. Le président Félix Tshisekedi est au pouvoir depuis 6 ans. N'est-ce pas? C'est depuis 6 ans qu'il est au pouvoir. Et durant les 6 ans, rien n'a été fait pour améliorer les conditions de vie des Congolais. Monsieur les journalistes, c'est au jour que notre monnaie perd de la valeur. Notre économie continue à être extravertie. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi, sur ces plateaux ici, nous avions fustigé le populisme qui a émaillé la nomination du gouvernement Soumino. Apparemment, on a nommé Daniel Mukoko Samba à l'économie juste parce qu'il est professeur de l'économie. Or, être professeur de l'économie ne veut pas dire qu'il a une baguette magique pour changer les choses. Vous comprenez ça? Mukoko Samba, par rapport à la situation économique aujourd'hui, peu importe toutes les théories qu'il peut mettre en place dans notre pays, n'aboutira pas parce que nous avons une économie atypique. Aucune théorie économique ne peut pas répondre aux besoins que nous avons. Mais aujourd'hui en RDC, il est difficile d'exporter les boissons gazeuses. Ça, c'est une bêtise encore de plus. C'est encore une bêtise. La même décision, messieurs les journalistes, a été prise lorsque
Batil Kobo était ministre à l'économie. Il avait interdit l'importation, n'est-ce pas, de ciment. La conséquence a été quoi sur le terrain? C'est parce qu'il y a une production ici. Le prix a haussé. La production locale, mon cher, monsieur le journaliste, ne correspond pas à la demande. Pourquoi il y a des importations comme ça? Papa, nous sommes un pays de plus de 5 millions d'habitants. Un débouché qu'aucun pays n'a en Afrique aujourd'hui. Presque aucun pays. 100 millions d'habitants. Et quand vous prenez la production locale, ça ne correspond même pas à la production de la ville de Kinshasa. Ah, ok. Oui, la production que nous avons au pays, ça ne correspond même pas à la production locale. Et puis vous allez intervenir seulement comme ça. C'est pourquoi le populisme n'avance à rien le développement d'un pays. Il faut par moment s'asseoir et réfléchir et prendre des décisions qui vaut la peine. Et je vais encore vous rappeler, il n'y a pas longtemps ici, que le ministre de l'économie Vital Kamerhe était allé en Zambie pour aller chercher le maïs. Il est également professeur. N'est-ce pas? Et après qu'il ait quitté à l'économie, jusqu'aujourd'hui, rien n'est fait pour prévenir encore la même crise qui tend à l'horizon. Qui tend à l'horizon. Notre économie, on dit toujours que notre monnaie perd de la valeur, c'est déprécié. Pourquoi, messieurs les journalistes? Parce qu'aucun pays au monde, alors je dis aucun pays au monde, et jamais tout quiconque à défi demande notre monnaie. Aucun pays au monde ne demande notre monnaie. Or, lorsque notre monnaie est demandée, c'est lorsque cette monnaie-là prend de la valeur. Mais voilà que des mesures sont Papa, mon cher, écoute, qui est cet étranger qui achète nos matières premières? Parce que c'est ce qui contribue en grande partie dans le budget national. Qui est cet étranger qui demande la monnaie congolaise pour acheter la matière première? Surtout que cette matière première-là encore, ce n'est pas nous qui fixons le prix. Et c'est pourquoi, quand à l'extérieur, n'est-ce pas, le prix, par exemple, de coltan ou bien de cobalt baisse, directement, on laisse ça même dans les paniers de ménagères. Directement, notre monnaie encore déprécie encore davantage. On a parlé de la diversification de l'économie. Effectivement, l'économie doit être diversifiée, n'est-ce pas? En donnant beaucoup plus d'importance, n'est-ce pas, à l'agriculture, au pêche et l'élevage. De donner des facilités, n'est-ce pas, aux Congolais, à l'entrepreneuriat local, n'est-ce pas, aux entrepreneurs locaux, pour que ceux-ci puissent créer une classe moyenne. Mais je vous dis, messieurs les journalistes, il suffit seulement que vous ouvrez une petite boutique au coin de l'avenue, vous n'allez pas faire 2 jours. Vous serez obligé de faire un parce que vous serez asphyxié par les taxes. Et c'est là, le chef de l'État le sait. Aujourd'hui, le chef de l'État le sait. Les salaires des Congolais qui sont dans l'administration publique. Aucun fonctionnaire aujourd'hui peut vous dire qu'il est à mesure de dénouer les 2 bouts du mois. Pourquoi? Parce que notre monnaie perd de jour au jour de sa valeur. N'est-ce pas? En fait, l'économie locale à Kinshasa, notre économie nationale est tenue par les Indo-Pakistanais, les Libanais. Ok. N'est-ce pas? Toutes les grandes activités économiques que vous voyez au pays appartiennent aux étrangers. Les stations-service, mais les vous savez supermarchés. Ils vont se conformer à la loi parce que la loi l'exige. Je vous dis, messieurs les journalistes, au pays, nous n'avons jamais souffert de textes. Je crois qu'il y a un juriste ici sur le plateau, j'espère. Je crois pas. On n'a jamais souffert de textes. C'est l'application. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a toujours pris des mesures d'encadrement, des mesures de ceci. Mais le suivi d'application, c'est ce qui pose problème. C'est ce qui pose problème. Aujourd'hui, c'est ça qu'on ne comprend pas, c'est que peut-être le pouvoir de M. Félix n'a pas compris, et que le problème du Congo était profond. Et ce n'est pas lui, n'est-ce pas, qui devrait trouver solution à tous ces problèmes-là. Il devrait créer les conditions durant les 10 ans, parce que le développement n'est pas quelque chose qui vient directement comme ça, non. Ça prend du temps. Et lui, pendant les 2 mandats, il devrait mettre les conditions, n'est-ce pas, pour que celui qui viendra puisse continuer avec ce qu'il lui aura fait. Malheureusement, dira son gouvernance, le pays a souffert de détournement, de corruption, de l'injustice. Lui-même a traité de la justice. Il a dit que notre justice est malade. Il est revenu hier. Mais qu'est-ce qui est en train d'être fait pour que cette justice-là puisse se relever? Encore rien. Mais aujourd'hui, nous avons un nouveau vent avec Constant Moutamba qui est en train de frapper fort dans le secteur de la justice. S'il vous plaît, messieurs les journalistes. Plus rapidement. S'il vous plaît, messieurs les journalistes, nous devons éviter tout ce qui est populiste. Le populisme, en fait. Nous voulons, monsieur Constant Moutamba, dans des actions concrètes. Mais il est là-dedans. Nous attendons des actions concrètes.
d'assainir le monde judiciaire là comme il le faut et d'apporter des solutions durables. Voilà. N'est-ce pas, c'est pas cette histoire-là d'aller prendre du thé avec les agents de l'administration. C'est ça qui vous dites qu'il a frappé fort. Merci. Non, Merci nous beaucoup. l'attendons sur l'amélioration, par exemple, des conditions de travail des magistrats et des supplétifs, n'est-ce pas, de l'appareil judiciaire. Merci C'est là beaucoup. qu'il y a le problème d'abord. Les hommes qui animent l'appareil judiciaire, quel est leur niveau de vie? Merci beaucoup, estimé Marius Mobalama. Moi, je sais que Constant Moutabe, il avait dit, justice, il a dit d'ailleurs en lingala, j'ai aimé cette expression. On reste toujours sur l'interview exclusive plutôt du chef de l'État. Je prends l'aspect sécuritaire. Toujours avec Ben à mes côtés. Ben, je parle ici de les chefs de l'État qui abordent l'aspect sécuritaire avec notre confrère Christian Lusakweno et puis les vieux Wichi. Avoir une... plutôt, il parle de l'insécurité. Il dit, pour l'AFC M23, Félix Tshisekedi, tant qu'il est au pouvoir, il n'aura pas à donner l'opportunité pour discuter avec ceux qu'il appelle les pantins. Alors, il veut à tout prix, il dit, si je peux parler, c'est avec le Rwanda, pour poser la question, qu'est-ce qu'il en veut à mon peuple? Mais il se disait déjà quelque chose, comme quoi la République était en train de négocier avec le Rwanda en cachette. Quel aperçu faites-vous sur cette information du chef de l'État? Par rapport à cette information, moi j'aimerais commencer par dire que si nous revenons un peu en arrière, nous avons entendu il y a quelque temps le président de la République dire qu'il commence à s'intéresser beaucoup plus à la voie de la guerre pour trouver la solution entre les conflits entre la RDC et le Rwanda. Peu de temps après, avec ces mêmes propos et tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, je découvre qu'il n'y a pas mieux à trouver comme solution à travers tout ce qui se passe comme la voie diplomatique. Je m'explique. Nous avons opté une fois, selon les dires du président de la République, il va faire la guerre au Rwanda. Je ne sous-estime pas la capacité de l'armée congolaise à pouvoir éradiquer cette guerre. Mais seulement, on doit étudier. Qu'est-ce qu'il faut pour une guerre? Nous avons pour le premier point, l'argent qui circule dans ce pays à travers des détournements. Alors qu'on ne pense pas très suffisamment à l'armée pour lui doter des moyens qu'il faut pour... Les moyens nécessaires. Voilà. Les moyens nécessaires. Il y a un peu quelques vidéos qui deviennent virales ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Nous voyons quelques-uns de nos militaires entre eux-mêmes s'entretuer. Nous avons aussi vu quelques vidéos, ça circule sur Facebook par-ci par-là. Ouais. Nous avons même vu certains avec... vous voyez un militaire à la guerre, mais ce qu'il a comme arme, ce qu'il a comme moyen de défense, en tout cas, ça ne mérite pas. Ça ne mérite pas vraiment la République démocratique du Congo à sa vaste grandeur. Alors, si nous jugeons un peu ça, nous allons de l'autre côté, nous trouvons que nous nous concentrons beaucoup plus sur des choses dont nous-mêmes nous savons et déjà la suite. Si nous voulons entamer la guerre, il y a des processus par lesquels... Lesquels, par exemple? Disons, moi, pour commencer, je mets d'abord de côté cette affaire-là de guerre. Moi, j'aimerais, s'il me faut, parler avec le président de la République ou encore que mon message arrive auprès de lui, privilégier la voie diplomatique. Parce que mais il s'inscrit dans la logique jusqu'ici. Voilà pourquoi il a fait allusion à la feuille de route de Luanda qui devrait obtenir, selon lesquelles on devrait obtenir le cessez-le-feu et tout ce qui s'ensuit. Vous savez, tous sont humains. Le président de la République est humain, tout comme même ceux qui nous combattent. Vous savez, cette affaire-là de toujours mettre les intermédiaires n'aboutit pas à quelque chose. Nous avons vu depuis un certain temps le président angolais se mettre dans cette situation. Nous avons vu le président Cyril de l'Afrique du Sud se mettre dans cette situation. Voilà. Nous avons vu plusieurs présidents, même celui de... Ruto même qui ne veut plus de lui. Nous avons compté plusieurs présidents des divers pays d'Afrique qui sont mis dans cette situation pour pouvoir nous aider à trouver la paix. À quoi nous avons abouti?
Nous pleurnichons jusqu'aujourd'hui, peuple congolais, par rapport à cette guerre qui ne trouve pas sa fin. Il y a toujours des intermédiaires. Mais pourquoi ne pas? J'ai bien apprécié quand le président de la République a dit qu'il ne va pas négocier avec l'AFC M23. Ça, c'est bon. Mais il faut vraiment mettre fin à cette situation-là de toujours passer par les intermédiaires. S'il faut trouver son homologue Paul Kagame pour discuter sur ce plan, une fois de plus, parce que je l'ai toujours entendu dire qu'il trouve malhonnête ces messieurs-là. Je ne sais pas, c'est lui qui sait. Mais pour une fois de plus, pour une énième fois, chercher à si possible, le rencontrer et discuter sur ces plans pour savoir qu'est-ce qu'il faut cette fois-ci pour trouver au moins une paix durable. Il y a plus de 2 décennies que nous avons parlé de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Ce qui coule là-bas, c'est le sang et non pas l'eau, c'est cher Cédric. Justement. On doit quand même penser à ça. Cette population qui souffre à sa propre misère n'est pas en dehors de la République démocratique du Congo. Ils sont nos frères. Ils vivent sur leur propre sol. Et si cette situation continue à durer, parce que lui-même déjà l'avait dit tant qu'il sera président de la République, il fera de tout son mieux pour que la guerre regagne l'Est de la République démocratique du Congo. La voie diplomatique est la seule, voulais-je dire, qui reste encore une grande possibilité de faire retourner la paix à l'Est du pays. Merci beaucoup, estimé Ben. Je prends Christophe Ntumba. Je suis toujours là avec le chef de l'État abordant l'aspect AFCM 23. Je cite les propos du chef de l'État. C'était une question qui lui a été posée par rapport aux acteurs politiques de la RDC. Voilà, il dit, je cite, on me parle de l'insurrection de Joseph Kabila. D'ailleurs, l'AFC, c'est lui. L'AFC que nous connaissons tous, qui a vu le jour au Kenya, avec un Corneille Nangaa, entouré de Bertrand Bisimou et les autres. Mais aujourd'hui, c'est le chef de l'État, la personne la mieux informée, qui fait sortir l'information. Qu'est-ce que vous en dites? Messieurs les journalistes, je suis compatissant d'abord avec nos frères qui meurent tous les jours à l'est du pays. C'est devenu un chant que nous chantons tous les jours, l'insécurité à l'est. Je me pose la question, nous n'avons pas une armée dans ce pays. Je me pose la question, nous n'avons pas de moyens qui peuvent aider afin que la sécurité soit rétablie dans ce pays. Je me pose la question, nous n'avons pas des autorités qui peuvent se mettre autour d'une table et parler pour la sécurité de ce pays. Pourquoi toujours tendre la main à l'extérieur, parler des Ruto, le président kenyan, le président angolais? Peut-être ces gens-là, ce sont les esprits. Mais aujourd'hui, en RDC, on pouvait voir toute la classe politique se mettre ensemble, ce qui est tout à fait difficile. À un certain moment aussi. La classe politique congolaise n'est pas ensemble. Le Congolais est trahi par le Congolais lui-même. Vous allez comprendre avec moi qu'il y a des fois les fonds qui sont alloués pour soutenir nos forces armées. L'argent là est détourné. Et des fois, nous nous attendons qu'il y ait les solutions, qu'il y ait les enquêtes normales. Rien ne fait. Rien n'est fait. Nous ne pouvons pas espérer encore la question diplomatique que mon frère Ben est en train de signaler encore ici. Et pour vous voulez la guerre? Même pas la guerre. Oui. Nous avons d'abord besoin de revoir la formation de nos forces armées. À part la formation... Dans la logique aujourd'hui, notre armée est en train d'être réformée, vous le savez. L'armée qui est réformée là, et quand ils viennent sur le terrain, nous ne voyons pas vraiment que quelque chose de meilleur est fait. Puisque si vous allez à l'Est, l'armée est là. Mais il y a aussi les ennemis qui pénètrent notre territoire tous les jours. Est-ce les gens là qui dirigent l'armée à l'Est sont sincères? Ils aident le chef de l'État. Nous n'avons pas un suivi normal sur l'état de la sécurité à l'Est de la République démocratique. Combien de territoires sont tombés entre les mains de l'ennemi? Et le peuple est là, nous observons ce qui se passe, mais c'est comme si nos autorités n'ont pas les soucis de nos frères qui meurent tous les jours. Il y a un diagnostic que je posais, c'est que notre armée est en train de poser autant d'actes sur terrain. Lorsqu'il s'agit de reconquête de nos territoires, personne n'en parle. Mais quand il s'agit d'un territoire qui est occupé, c'est tout le monde qui s'élève. C'est quoi cet esprit-là? Le patriotisme ne règne-t-il pas pourquoi au sein de la population congolaise? Notre peuple est patriote. Le problème est que les territoires là qui tombent et qui sont récupérés sont au nombre de combien? Bunagana, c'est combien de jours aujourd'hui? Il y a d'autres qui sont tombés. Puisque si vous parlez que nos territoires sont récupérés, je me pose la question, nous parlons de l'AFC avec Corneille Nangaa. Récemment, nous avons eu les informations que Corneille Nangaa était à Rutshuru.
Et je me pose la question, à Rutshuru, il n'y avait pas les agents de l'État pour récupérer Konananga. C'est une distraction, mon frère, de parler de la diplomatie. C'est une distraction de parler des gens qui doivent venir pour nous aider nous-mêmes. Nous devons nous lever et parler de notre sécurité. Ce n'est pas ce qui se passe. Nous n'avons pas besoin d'avoir les gens qui viennent comme médiateurs. C'est une distraction. Notre chef de l'État doit prendre des mesures concrètes pour que notre peuple puisse recouvrir sa sécurité normale. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de se dire aujourd'hui. Merci beaucoup. Je donne la parole plutôt à cher estimé Marius Moubalama. Une question propre. Avec vous, Tshisekedi, qui parle des acteurs politiques congolais, il avait tendu la main, vous le savez, lors de sa prestation de serment, il avait tendu l'armée à toute l'opposition, large qu'elle soit, de saisir cette opportunité afin de travailler ensemble. Il a cité nommément Martin Fayoulou, qui reste strict et ne veut pas accepter les résultats qui avaient amené Félix Tshisekedi à prendre encore la tête de la RDC. Il a cité nommément Adolphe Muzito, qui lui, en tout cas, il est très bien apprécié par le chef de l'État. Il a cité le docteur Denis Mukwege, qui s'inscrit aussi dans la logique. Quand il s'agit de voir les choses que ça avance bien, il félicite. Comment vous avez apprécié ça? Merci pour la question. Permettez-moi d'abord de revenir sur la question sécuritaire et par rapport au processus de Luanda. Vous savez, c'est à l'IDPS où on nous avait parlé de la théorie des deux bonbons. La théorie des bonbons, c'est venu de l'IDPS. Mais apparemment, l'IDPS n'a pas bien cerné cette théorie-là. Et cette théorie des deux bonbons. C'est comment ça? Et cette théorie-là, apparemment, ça trouvait écho favorable chez Kagame. Je vais m'expliquer. Nous disons à Kinshasa qu'on ne négocie pas avec le rebelle, là je suis d'accord, mais plutôt avec les Rwandais. Pourquoi avec les Rwandais? Parce que c'est les Rwandais qui soutiennent, n'est-ce pas? Les rebelles, voilà. Les rebelles. Mais dans l'entretemps, les rebelles sont en train d'avancer et nous, on les observe. Si on ne négocie pas avec les rebelles, qu'est-ce qu'on fait avec? Parce que demain, ils vont dire que non, la négociation que vous avez eu à faire avec Kagame, ça ne nous concerne pas. Nous, on n'était pas sur la table des décisions. Ça, c'est avec les Rwandais. Et surtout que Kagame avait dit que le problème du Congo, c'est un problème entre Congolais. Lui, il n'y est pour rien. Mais nous, on s'est dit, on va négocier avec la personne qui a dit qu'il n'est pour rien par rapport au problème qui se pose au Congo. Négocier avec les Rwandais, oui. Et c'est que tout le monde que c'est les Rwandais qui soutient les rebelles. Mais il faut maintenant, on négocie avec les Rwandais, mais on frappe sur le terrain les rebelles. On les poursuit jusque dans leur dernier retranchement. Mais dans l'entretemps, comme on le veut, on négocie avec les Rwandais, mais sur le terrain. Parce que pendant que nous sommes allés en train de négocier, le dimanche, c'est la cité de Ishasha qui tombe encore entre les mains de forces de AFC et M23 de Nanga et Bertrand Bissimo. Mais plutôt, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi s'est exprimé hier sur cette question. Il dit c'est une politique de l'AFC parce que c'est des localités qu'ils occupent déjà. Ils sont là, mais ils veulent juste faire croire à la population que non, ils ont... peu importe. Au moins, Ishasha n'est pas sous la gouvernance de la RDC, sous la gouvernance de Tshisekedi. N'est-ce pas? Il faut frapper. Il faut se battre. Parce que, mon cher baron, Bachala, aucun pays du monde ne viendra combattre pour nous ici. Aucune armée du monde ne pourra accepter que ces soldats viennent mourir. Récemment, ici, il y a quelques contingents sud-africains qui étaient décédés, toujours à l'Est. Vous avez suivi la pression que Ramaphosa a eu par sa population. Donc, c'est nous-mêmes. C'est pourquoi mon confrère ici a dit, il a demandé, est-ce que nous avons une armée ou pas? Est-ce que nous avons une armée ou pas? Mais aussi, il y a aussi une question qui me dépasse. Quand nous allons en négociation, quels sont les acteurs congolais qui nous envoient en négociation face à James Kabarebe, qui est à la base, qui sait comment cette histoire a commencé? James Kabarebe, il a été le chef d'état-major général il y a la force AFDL. Il connaît comment la guerre ici a commencé. Et c'est cette personne-là que le Rwanda envoie dans les négociations. Mais nous, à Kinshasa, nous envoyons qui?
Le premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, qui est en poste, c'est un routinier. Il est en poste depuis quelques années comme ministre des Affaires étrangères. Et avant ça, il est tout dans le même processus. Il connaît très bien les dossiers. Mais nous avons un ministre aujourd'hui des Affaires étrangères. La dame. Est-ce qu'il a la connaissance parfaite de ces dossiers-là avant d'aller en négociation? S'il vous plaît, monsieur les journalistes. C'est ça aussi le problème. Pour vous informer, s'il vous plaît, pour vous informer, permettez-moi de ne pas perdre le fil d'idée. Okay. Dans les communiqués récemment ici publiés, le gouvernement congolais prend l'engagement, n'est-ce pas, par rapport aux revendications de Rwanda, de suivre les FDLR, n'est-ce pas, là où ils sont. Or, ils oublient que le FDLR, ce n'est pas la fabrication de Congo. Ce n'est pas nous, ce n'est pas la RDC qui a armé les FDLR. Les FDLR sont entrés chez nous avec, ils sont venus comme des réfugiés, ils sont entrés sur notre territoire avec armes et munitions. Vous allez vous rappeler Kengo Wadondo est en vie. Lui, à son temps premier ministre, il avait refusé que les réfugiés rwandais, les Hutus, puissent entrer sur notre territoire. Mais les Français, avec l'opération turquoise, oui, avec la force minoire qui était là, la force de l'ONU, ils ont tout organisé et ils ont envoyé, n'est-ce pas, les Hutus sur notre territoire. Plus de 1 million de Hutus armés avec munitions. Ils sont sur notre territoire. Et quand l'AFDEL arrive, ils les combattent, ils les repoussent avec l'accompagnement de Rwanda dans nos forêts, toujours à l'est là-bas. N'est-ce pas? Maintenant, nous, déjà notre armée pose déjà problème parce qu'il y a la corruption, il y a beaucoup de choses, on ne sait pas avancer. Nous allons traquer ces FDLR commencent dans nos territoires alors que nous n'avons pas les moyens nécessaires. C'est pourquoi que vous disiez ici qu'il ne fallait pas précipiter le départ de la MONUSCO. Parce que une autre question, c'est dans l'est du pays, la population qui vit là presque tous les jours, ils accusaient aussi la MONUSCO d'être à la hauteur de tout ce qui se passe. C'est parce qu'on n'est pas organisé. On n'est pas sérieux. Plus tu n'es pas sérieux dans ta maison, les enfants ne te respecteront jamais. Ou bien les visiteurs qui viendront chez vous ne vont pas vous respecter. N'est-ce pas? On est malhonnête à la base. C'est pourquoi la communauté internationale ne nous respecte pas. Je vous donne un exemple. Bemba a été arrêté à la CPI par rapport aux crimes qu'ont commis ces hommes en Afrique centrale, en Centrafrique. Il a fait 10 ans de prison. Pourquoi tous ceux qui ont participé aux crimes à l'Est n'ont jamais été inquiétés? N'est-ce pas? Et c'est là que vous dites d'établir le tribunal pénal international pour la RDC, afin que tous ces crimes-là soient jugés. Mais à Kinshasa, depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir, est-ce qu'on en fait cas? Est-ce que cette question-là a déjà été soulevée? Non. Non. Pour revenir à la question posée par rapport au docteur Denis Mukwege. Voilà. Cet homme, c'est un républicain. Cet homme, il travaille depuis des années pour le bien-être de la population. Quand il est venu comme candidat président de la République, il a vu la misère. La population l'a remarqué. La population l'a demandé, l'a réclamé. Docteur, venez sauver la situation. Et lui ne pas répondre à cet appel-là serait la non-assistance en personne en danger. Parce que nous sommes en danger tous. Il est venu. Or, avant de venir, le docteur Denis Mukwege a posé des actes que le gouvernement congolais aujourd'hui est en train de bénéficier. Je vous donne un exemple. Le FONAREV aujourd'hui, qui est un établissement public, c'est une idée venue de docteur Mukwege. C'est docteur Mukwege, avec l'expérience qu'il a en tant que président du Fonds mondial de réparation, il s'est dit, mon pays souffre aussi avec des victimes de viols, les victimes de guerre, les victimes de guerre et tout. Avec cette expérience ici, on peut aller implémenter ça dans notre pays. Mais avant que cela ne soit effectif, il faut d'abord commencer par une justice transitionnelle. Cette justice-là qui veut à ce qu'à la base, on puisse connaître qu'est-ce qui s'est fait au pays. Qui sont les acteurs de crimes? Qui ont participé? Quels sont les États qui ont participé à tous ces crimes-là? Donc, on établit d'abord la vérité. Une fois la vérité est établie, c'est le jugement. Et le jugement, avec le tribunal pénal international pour le Congo. Vous savez, au Rwanda, on a établi cette justice-là. 30 ans après, on continue à poursuivre tous ceux qui ont participé au génocide au Rwanda. Aujourd'hui, 30 ans après, chez nous, rien n'est fait. Tous ceux qui sont passés au pouvoir de Kabila jusqu'à aujourd'hui, on n'en fait pas cas. Au-delà de ça, c'est maintenant la réparation. C'est là que le FONAREV intervient. Mais on a commencé par la réparation, on a commencé par le FONAREV avant de vouloir connaître la vérité. Avant que les acteurs soient jugés, soient auditionnés et jugés. Mais on est passé à la réparation. C'est compliqué. C'est pourquoi vous avez suivi le chef d'État dire que Dr Mukwege
il sait s'adapter à la situation. Non, c'est pas qu'il sait s'adapter. Lui, il a déjà l'expérience, il a déjà travaillé depuis la nuit du temps. Il a travaillé et tout ce qu'il fait, c'est pour le bien-être de la population. Il l'a fait, il est en train de le faire et il le fera tant qu'il sera encore en vie. Docteur Denis Mukwege, c'est un patriote que le pays n'a jamais connu. Et aujourd'hui, l'État est en train de nous donner raison que c'était lui, effectivement, l'homme qui avait la solution pour soigner de faute à comble le problème que nous avons au Congo. Merci beaucoup, cher estimé Marius Moubalama. Nous sommes en train de poursuivre, je l'ai dit tantôt, nous allons parler de la question, on revient alors à Kinshasa. J'ai posé à l'entame de cette émission, gouvernement Bumba investit, quoi s'attendre de ce gouvernement pour redorer l'image de la capitale congolaise? Ben Punga, vous avez été au courant de l'investiture du gouvernement Bumba les week-ends. Bumba a défendu son programme axé sur 6 axes, 7 plutôt, comme il avait promis lors de la campagne électorale. Et les secteurs comme l'insalubrité, l'insécurité à Kinshasa n'ont pas été épargnés dans sa détermination. Pensez-vous qu'il s'agit d'un chapelet de bonnes intentions ou Bumba, c'est l'homme de la situation? Alors, une fois qu'il va réussir à battre cette lutte-là, il sera pris pour un héros. Vous savez, Kinshasa est la capitale de la République démocratique du Congo. C'est une ville aussi, c'est parmi les villes les plus peuplées de tous les pays du Centrafrique. Un gouverneur comme lui, alors qu'il vient de lui d'épaisse, nous attendons vraiment à voir comment il va faire. Seulement ce que moi je sens de sa lutte, il peut faire quelque chose. Je souligne ici les grands points qui font le défi qu'a le gouverneur Daniel Bumba. Nous avons l'insécurité à Kinshasa, la délinquance juvénile, entre autres le phénomène Kuluna. Nous avons de l'autre côté l'insalubrité. Il faut observer à travers tous les coins de la ville de Kinshasa, en venant par ici, comment la capitale est très sale. Je ne sais pas ce qui nous avait pris pour faire les choses aussi vite, alors qu'on allait accueillir les visiteurs pour les Jeux de la francophonie. Si seulement la même énergie peut être dépensée pour réaménager la capitale de ce pays, tout ira mieux. De l'autre côté, nous avons aussi ce problème d'embouteillage qui ne cesse pas. Vous savez par quel mécanisme nous avons fait pour arriver ici, quittant le boulevard Lumumba jusqu'ici, c'est catastrophique. Vous pouvez faire 2 à 3 heures du temps dans l'embouteillage, vous ne savez pas par où entrer ou par où sortir. Et même les piétons manquent parfois, je ne fais qu'un petit passage. Nous avons aussi de l'autre côté le problème du manque, donc c'est-à-dire le chômage qui va son plein en pleine ville de Kinshasa. Et Bumba vous dit qu'il va créer 85% générer de l'emploi à Kinshasa. Le président de la République lui-même en avait parlé. C'est un des défis aussi qu'a le gouvernement souverain. Nous attendons à ce qu'il fasse mieux. Si je peux adresser un appel et une demande au gouverneur Daniel Bumba, qui me suivra sûrement, je suis très sûr qu'il me suivra. Je lui demanderai de beaucoup plus se concentrer sur ce qu'ils ont eu comme lutte. C'est un élève de l'école du Sphinx, Etienne Tshisekedi. Il sait c'est quoi la lutte d'Etienne Tshisekedi. Comme tout à l'heure, nous venions d'entendre quelqu'un dire qu'il est tshisekidiste d'Etienne et non Oui, de Félix, voilà. Alors, lui-même était curieux de l'apprendre. Moi, je ne sais pas établir la différence entre Tshisekedi, le père et le fils. En tout cas, ça, c'est pas mon affaire. Mais seulement, je sais que lui a été aussi proche de Tshisekedi, le père, monsieur le docteur Etienne. Il est aussi très proche du président de la République actuelle, Félix Tshisekedi. Il sait ce qu'ils ont eu comme lutte durant 37 ans. Lui, Depes a critiqué la gestion de la capitale par la gouvernance de Kabila à son époque. Tout ce que nous avons eu comme gouverneur sur la ville de Kinshasa a été critiqué par
ont été critiqués par l'UDPS. Je ne dis pas que l'UDPS a mal fait de critiquer, mais seulement, vous savez, lorsqu'on critique, il faut alors se mettre prêt et dans la peau de quelqu'un qui va mieux faire plus que celui ou ceux que nous avons critiqués. C'est à ce moment-là que les gens nous donneront raison d'avoir critiqué. Ou si ce n'est pas le cas, alors nos critiques n'auront rien de surface là-dedans. Okay. Sûrement aussi, je demanderai au gouverneur Daniel Bumba de savoir que cette capitale rayonne aux yeux de plusieurs autres villes de pays de l'Afrique. Tant à ce, il a un défi de remettre tout en place. Les avenues de la ville de Kinshasa sont en pleine... Il y a par ici, par là des chantiers, il y a aussi d'autres qui sont vraiment, vraiment détruites. Je ne sais pas comment il va faire pour s'en sortir. Déjà que nous avons eu le même problème avec le gouverneur passé. Il doit toujours se rappeler que nos yeux sont fixés sur lui. Nos yeux sont fixés sur lui pour voir comment il va faire par rapport à ce défi-là. Ou sinon, nous allons dire carrément qu'il a fallu maintenir le gouverneur Gentini Ngobila. Merci beaucoup, Christophe Toumba. Je vous pose la question. Bon, rectification, les programmes de Daniel Bumba dénommés Kinshasa et Zobunga cible 11 axes dans lesquels nous allons citer ici. Il y a la sécurité, l'assainissement ou salubrité. Il y a l'amélioration de la voirie et mobilité, l'aménagement de la ville, la construction d'un bâtiment public urbain, l'érection d'une nouvelle ville et transformation de tout ce qu'il faut à Kinshasa. Je prends un aspect, je suis toujours sur l'aspect salubrité et sécurité. Les deux secteurs phares pour la ville de Kinshasa auxquels Daniel Bumba doit répondre efficacement. Vu la nécessité et l'urgence, vu le retard accumulé, vu la taille du gouvernement provincial que nous avons aujourd'hui, pensez-vous qu'il s'agit d'une équipe de la situation pour répondre efficacement aux besoins des Kinoises et Kinois? Monsieur Cédric, merci d'abord pour la question. Daniel Bumba, l'actuel gouverneur, doit savoir qu'il a tout un problème. Il est devant un défi. Il a pris la ville de Kinshasa comme un chantier. Si vous êtes témoin aussi, chaque fois quand vous sortez le matin, vous avez affaire à une ville à problème. Alors, devant des situations comme ça, on n'a pas besoin de nous présenter ces axes. Nous avons besoin de passer directement aux actions. Nous voulons voir une pratique de ce qu'il a dit. Puisque parler de la salubrité, il n'est pas le premier de nous parler de ça. Parler de la sécurité, même Gentini Ngobila nous en avait parlé. Mais ce qu'il nous a laissé, ce que Daniel est venu hériter aujourd'hui, c'est tout un problème. Il n'a pas affaire à la distraction. Il doit se mettre au travail. Le peuple, les Kinois et Kinoises attendent de lui. Nous n'avons pas besoin de nous présenter, malgré la taille de son gouvernement. Tout ça, ça ne sert à rien. Nous, on regarde Daniel Bumba. Les Kinois et Kinoises le regardent. Nous voulons voir quelqu'un qui doit se mettre au travail pour répondre aux besoins des Kinois. Mais moi, je me dis, cette bataille n'est pas seulement à laisser Bumba seul. Nous aussi, nous avons la responsabilité de contribuer. Certainement, vous avez raison. Nous aussi, nous avons un problème. Nous sommes concernés, nous sommes aussi concernés, puis convaincus que c'est nous qui sommes en train de détruire la ville et c'est nous qui sommes en train encore de récolter les conséquences de ce que nous sommes en train de faire. Et maintenant, c'est à Daniel Bumba de revoir qu'est-ce qu'il doit faire pour répondre à ces questions. Vous savez, la ville a un problème de l'hygiène. Avec son gouvernement, qu'il pense d'abord à faire ce qui se faisait dans les temps. On avait les équipes de l'hygiène qui passaient de porte à porte pour contrôler comment chacun entretient sa parcelle. Vous trouverez aujourd'hui les Kinois prennent de la saleté de leur parcelle, ils jettent dans la rue. Nous sommes en train de détruire la ville nous-mêmes. Nous devons aider l'actuel gouverneur. La façon de l'aider, c'est travailler en collaboration avec lui. Et lui aussi, il n'est pas question de ramasser n'importe qui puisqu'on a besoin des gens qui doivent travailler. Il faut prendre les gens, les génies, prendre les gens qui sont importants pour cette ville. La ville de Kinshasa est en train de perdre sa beauté. Si vous regardez bien, nous n'avons pas encore Kinshasa
qu'on avait dans les temps. Nous avons, non, ce n'est pas encore la Kinshasa la Belle, nous avons Kinshasa Poubelle. Vous êtes témoin de ce que j'ai dit. Daniel Bumba a un grand travail. Je suis en train de recruter pourquoi il a perdu beaucoup de temps, formation du gouvernement, il est allé nous amener les 20 personnes. On devrait encore retourner ça pour composer un nouveau gouvernement de 10 personnes. Pourquoi toute cette perte de temps? Au lieu de se mettre au travail, prendre un petit nombre de gens et travailler, vous voulez avoir beaucoup de gens pour augmenter encore de dépenses inutiles. Non, nous n'avons pas besoin de ces gens-là. Nous avons besoin d'avoir même une petite équipe, mais qui peut travailler pour l'intérêt de la ville. C'est ça notre problème, c'est ça notre souci. On lui donne la chance, il a trouvé Kinshasa détruit vraiment. La ville est détruite, nous voulons maintenant qu'il se mette au travail. Pas beaucoup d'histoires, les axes c'est bien, mais qu'il arrive à respecter ce qu'il a promis au peuple. Merci beaucoup. Je demande un petit peu des excuses à mon confrère en face de moi, face à ce que mon co-débatteur venait de dire. Il y a quelque chose que nous devons retenir sur la population quinoise. La population quinoise est une personne sur laquelle on doit exercer la pression, si on doit voir les choses aller de l'avant. Vous savez, à l'étape où nous sommes actuellement avec les Quinois, si on n'exerce pas une certaine pression, les choses alors iront très très mal. Le Quinois est un destructeur de ses propres biens. Le Quinois est quelqu'un qui ne sait pas respecter ses propriétés. Okay. Alors, on ne peut pas dire, comme il a bien dit, nous nous détruisons, mais on ne va pas tout simplement dire que nous nous détruisons et puis rester là. Il y a une responsabilité qui revient à l'État. Voilà. La responsabilité est partagée. Il y a une part du gouverneur et il y a une part qui revient à la population. Sur ce, la part qui revient à la population doit toujours être revue pour que les choses aillent bien. Ou sinon, le gouverneur se défait rien. Merci beaucoup, cher estimé. Plutôt Ben Punga. Marius Moubalama, j'ai une question avec vous. Les programmes Bumba estimés à 11 milliards, à près des 11 milliards de dollars. Il y a une question qui a été posée, quelqu'un qui dit, il ne nous a pas dit comment va-t-il mobiliser ces fonds pendant 5 ans. Mais aujourd'hui, la ville de Kinshasa a beaucoup de ressources qui peuvent générer ces recettes. Pourquoi les gens ont toujours tendance à voir comme si c'est de la poudre aux yeux ou bien un chapelet de bonnes intentions? La question d'abord que je me pose, c'est de savoir pourquoi est-ce que le gouvernement de Bumba est sorti en retard. Pourquoi? Mais il n'est pas le seul où Lualaba est en retard, vous le savez. Je parle de Bumba. Pourquoi? Parce que M. Bumba n'est pas respectueux du texte de la Constitution. Et on ne peut pas prétendre travailler pour la République, pour la ville de Kinshasa, si la première action commence par violer la Constitution. Lors de la notification des gouverneurs pour leurs nouvelles fonctions, le ministre de l'Intérieur, que je salue, son Excellence Jacquemin Chabani, a tiré les oreilles, permettez-moi le terme, a tiré les oreilles aux gouverneurs en leur disant: vous avez l'obligation de respecter la Constitution. Exact. Pas un gouvernement provincial avec plus de 10 membres. Vous devez rester dans l'esprit de l'article, je crois, 198, qui veut que le gouvernement provincial ne puisse pas dépasser 10 membres. Mais M. Bumba s'est illustré un violeur de la Constitution. Il nous a présenté un gouvernement de 20 membres, et donc 10 ministres et 10 commissaires, je crois, commissaires généraux, qui ne sont pas constitutionnels. Heureusement, par la clairvoyance toujours du ministre de l'Intérieur. Jacquemin Chabani. Il a tapé le poing sur la table, dit: niet, vous devez revoir cet état des choses. Et si, n'est-ce pas, le VPM, Jacquemin Chabani, n'était pas assez coriace par rapport à cette question-là, on aurait un gouvernement de 10 membres qui engagerait beaucoup de dépenses inutiles et de façon inconstitutionnelle. Donc la vie serait en train de gérer dans les constitutionnalités. Et de surcroît, on voit déjà cette action-là. L'espoir s'envole pour Kinshasa encore une fois de plus. Il n'y aura rien qui sera fait avec M. Bumba. M. Bumba risque de ne pas être l'homme de la situation. Et surtout que à l'Assemblée provinciale, son élection a été sujet de contestation. Rappelez-vous de l'histoire d'Égypte. La déclaration de M. Kabouya. Mais Eli, oui. Mais dans quelles conditions? Vous donnez une jupe contre, par exemple, contre une voix. C'est compliqué. Donc, à lieu et place de travailler pour
la population quinoise sera d'abord en train de, de chercher à recouvrer tout ce qu'ils ont à dépenser pour son élection. Ça, c'est déjà un problème. On peut négliger ça, mais c'est déjà un problème. Et vous parlez d'un budget de 11 milliards voilà. Sur les 5 ans. Vous savez, le problème que nous avons par rapport à l'expérience passée, j'ai vite compris que ce n'est pas le problème de budget. Parce que sous Kabila, le pays avait un budget de moins de 10 milliards. 4 milliards, oui. 4 milliards, mais on vivait mieux. Par rapport à aujourd'hui où nous avons 16 milliards de dollars. Et bientôt, ça sera plus de 16. Mais les conditions de vie est lamentable. Par rapport à l'époque où on avait 4 milliards. Ouais. Le problème, ce sont les hommes. La ville de Kinshasa en sait qu'elle peut atteindre ce budget-là. Mais c'est un budget qui sera en train de partir dans les poches des gens. Regardez Ngobila. Durant son gouvernance, quand il arrive gouverneur, il instaure les taxes. Tous les motards aujourd'hui paient les taxes. Par jour, 500. Savez-vous, il y a combien de motards dans la ville de Kinshasa qui paient chacun 500 francs par jour? Les taxis. Les voitures taxi, ça paye 1000 francs par jour. Mais dis-moi combien d'arrêts Ngobila a construit. Cet argent-là, pendant 5 ans, ça a servi à quoi? C'est des milliards de dollars, messieurs les journalistes. Et j'ai suivi encore monsieur Bumba. Ça pesantit beaucoup plus sur la fiscalité de la ville de Kinshasa. Dans son intention, il va créer, n'est-ce pas, d'autres taxes pour faciliter à générer encore plus de recettes. Ces taxes-là seront encore appliquées à la population qui est dans la misère. Je veux bien que les taxes et impôts sont parmi les sources de moyens. Mais sur quelle population? Sur quelle richesse qu'a la population? Ouais. Imaginez-vous un motard, je vous donne un exemple, qui paie déjà 500 francs par jour. Et qui doit payer encore, n'est-ce pas, une partie de l'impôt sur les revenus locatifs. Qui doit payer encore d'autres taxes, ainsi de suite. N'est-ce pas? Donc, M. Bumba, comme mes co-débatteurs ont dit ici, a un défi, n'est-ce pas? Un défi à relever. Mais quand vous voyez déjà son intention, il s'est dit de construire une nouvelle ville. Pour désengorger Kinshasa, bien sûr. Il y a d'abord un problème social à Kinshasa. Il y a des problèmes sérieux à Kinshasa, de déplacement de la population. N'est-ce pas? Il y a un problème sérieux. Maluku, n'est-ce pas? Maluku. C'est vide. C'est vide. Il parle de la création de l'emploi. C'est là que j'ai toujours dit que beaucoup sont dans l'IDPS, mais ils ne savent pas quel le courant l'IDPS appartient à quel courant politique. L'IDPS est un parti social-démocrate. Et le courant économique que les social-démocrates utilisent, c'est l'économie du marché. Et dans l'économie du marché, le pouvoir, le politique, n'a pas l'apanage de créer de l'emploi. Mais plutôt, il régule l'économie. Quand il régule l'économie, ça veut dire qu'il crée un climat propice, n'est-ce pas, pour favoriser l'émergence d'une classe moyenne, pour attirer les investisseurs. Et ces investisseurs-là, quand ils viennent, ils créent de l'emploi. Nous avons Maluku, une zone propice à l'agriculture, propice aux pêches et d'autres structures d'entrepreneuriat qu'on peut entreprendre vers Maluku. Qu'ils favorisent, n'est-ce pas, le climat des affaires pour que les investisseurs viennent. Ce sont eux maintenant qui créent les entreprises et qui donnent de l'emploi aux Congolais. Merci beaucoup, cher estimé Marius. Je crois que nous sommes en train d'étendre vers la fin. On finit avec un dernier sujet. Je donne 1 minute à chacun et on clôture l'émission. Nous sommes au Sénat. Tous, nous sommes en train d'attendre le bureau définitif du Sénat. Et vous le savez, depuis lundi, les portes de la Chambre étaient ouvertes avec les bureaux d'âge pour bien évidemment recevoir les candidatures de ceux qui veulent diriger ces bureaux, partant de la présidence jusqu'au dernier poste. Un bureau qui sera composé de 6 personnes. Alors, les dépôts avaient déjà commencé. On attendait voir peut-être une candidature commune de l'Union sacrée de la nation. Mais aujourd'hui, il s'installe une forme de guerre froide au sein de l'Union sacrée, parce que Sama Lukonde, qui est de l'Union sacrée, a déposé sa candidature le lundi. Le mardi, c'est les tours, Sama Lukonde plutôt, qui a déposé le lundi, et Jonas Mukamba. Le mardi, c'était les tours d'Afani Dressa Mangala, qui a été présenté par l'UDPS et la Mosaïque. Mais il s'installe une forme de guerre froide.
des questions qu'on se pose ici autour de cette question. Bon, c'est quoi cet obstacle que nous sommes en train d'assister? À qui ça profite et qui pour calmer les tensions? Là, je préfère commencer avec vous, estimé Christophe. Merci, monsieur journaliste Cédric. Le problème de la question au Sénat, c'est d'abord, nous sommes en train de voir que tous ces gens-là ont juste besoin de pouvoir, ils ne veulent pas servir ce peuple. Et d'ailleurs, d'après moi, le truc du Sénat, j'ai toujours pensé à menacer ça. C'est quelque chose qui prend toujours de l'argent de ce pays et ça ne sert à rien. Je me pose la question, qu'apporte le Sénat? Une institution budgétivore, comme les disent. Oui, ils consomment pour rien, ils ne produisent rien pour ce pays ici. Le peuple n'a pas besoin toujours de ces bêtises-là. Il y a des troubles, l'IDPS, le partage des postes comme ils le font là. Je ne soutiens personne. Je suis au regret pour ce que j'ai vu hier à l'Assemblée nationale, au Palais du Peuple, puisque tout ce qui s'est passé d'abord, c'est déshonorant. Pour voir des personnalités congolaises qui étaient présentes là-bas, avec toutes ces bêtises qui se sont passées, c'est vraiment lamentable. Le peuple attendait enfin qu'il y ait quelqu'un, que l'UDPS et ses alliés puissent nous présenter, puisque normalement, selon la Constitution, vous allez trouver et vous allez comprendre avec moi que le poste du président du Sénat revenait à l'UDPS. Mais c'est comme l'UDPS elle-même n'arrivait pas à comprendre qui présenter pour répondre à cette demande. Voilà. Alors, ils devraient se mettre autour de la table et parler en famille, au lieu de nous présenter ce qu'ils nous ont présenté hier. Ce sont des scènes qui nous disent toujours que les pays, jusqu'à là, nos partis politiques n'ont pas maîtrisé ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'ont pas de maîtrise dans ce qu'ils font. La candidature de Sama Lukonde était déjà Premier ministre. Moi, personnellement, je n'ai rien vu de spécial. Pourquoi encore les maintenir au Sénat? Il avait fallu aussi avoir les gens qui n'ont jamais travaillé dans ces pays. Pourquoi toujours les mêmes personnes? Pourquoi toujours les mêmes personnes? Vous savez, c'est une chambre des sages. On doit avoir quelqu'un qui a déjà travaillé, qui a eu une expérience. Non, non. Quelle expérience? Puisque tout le monde là s'est dit qu'il a de l'expérience, mais nous ne voyons rien. Nous ne voyons rien. Ce qui s'est passé au Sénat, ce sont des bêtises. Ce sont des bêtises. Nous, vraiment, surtout la jeunesse, nous sommes en train d'observer, comme le titre le dit, les peuples observent ce qu'ils sont en train de faire. Ça n'apporte rien à la population. Ok, merci beaucoup. Ben Ponga, vous avez la parole. J'ai posé 3 questions. Oui. C'est quoi cet obstacle? À qui ça profite? Et qui pour calmer ces tensions? Pour ne pas perdre mon idée, je commence avec un très bon point qu'il a souligné, que cette jeunesse est en train d'observer et finira par perdre le poids. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui ne peut pas occuper de grands postes au sein des institutions de l'État aujourd'hui, mais sûrement ça peut arriver demain. Et nous en avons l'espoir. Vous savez, nous avons depuis un certain temps laissé cette classe politique-là jouer vraiment à quelque chose de flou dans ce pays. J'ai beaucoup de respect pour nos papas de cette classe-là. Je peux citer entre autres M. Christophe Mosso, il y a M. Modeste Bahati Lukwebo, il y a le professeur Vital Kamere. Ce sont des personnes très intelligentes, j'ai beaucoup de respect pour eux. Mais seulement les jeunes, la jeunesse congolaise doit veiller à quelque chose. Ça fait très longtemps que tout ne se joue qu'entre eux. Vous l'avez aussi remarqué, tout ne se joue qu'entre eux. Déjà, j'ai déclassé ça. Je peux prendre maintenant au niveau du Sénat ce qui est en train de se passer. Il y a la candidature de M. Moukamba, il y a la candidature de Sama Lukonde, il y a la candidature de Afani Idrissa Mangala. Oui, c'est lui que M. Augustin Kabouya a déposé sa candidature. Oui, oui. Si nous observons très bien, ça devient maintenant un peu dangereux. Il y a certains qui ont parlé même de la dissolution de l'Union sacrée. Ça, c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils pensent. Mais moi, je comprends qu'il y a quelque chose là au fond de l'assiette que nous n'avons pas encore compris. Peut-être que nous allons sûrement le comprendre. Mais il y a une chose dont j'aimerais parler. Nous avons eu M. Sama Lukonde, M. Jean-Michel Sama Lukonde comme Premier ministre dans ce pays, au premier mandat du président de la République. Nous avons eu Sama Lukonde 1, nous avons eu Sama Lukonde 2. Il était toujours Premier ministre. Je me suis posé la question hier de voir, quand j'étais en train de suivre toutes ces candidatures-là déposées, je me suis posé la question de voir un peu, et cause à la Sama Lukonde lui-même, Moutoua Salim Makamusu, qui a bien dans la monité, ou soit il a juste fait, j'étais sous-informé, parce que je suis quand même de la presse, j'ai certaines informations de ce qu'il peut avoir fait. Bizarrement,
C'est quelqu'un de bien, que j'apprécie, mais côté action, je ne le trouve pas assez compétent. Je ne le trouve pas assez compétent. Il a été le Premier ministre dans ce pays. Tout le premier mandat du président de la République, Félix Tshisekedi, nous n'avons rien vu de très grand avec M. Sama. Pourtant, il a dirigé un gouvernement dans lequel est sorti beaucoup de détourneurs de fonds publics. C'est dans son gouvernement que nous avons eu M. Nicolas Kazadi, qui est poursuivi même par la justice pour le détournement de fonds. Je ne dis pas qu'il a détourné, mais c'est un prétendu détournement. C'est au sein de son gouvernement que nous avons eu tous ces ministres-là. Je ne peux pas encore faire de publicité par ici. C'est au sein de son gouvernement. N'était-il pas au courant de ce qui est en train de se passer au sein du gouvernement? Je crois qu'il était au courant. N'était-il pas au courant de ce que les choses ne marchaient pas bien? Il était au courant. Mais seulement nous avons observé que c'était quelqu'un aussi qui peut-être n'arrivait pas à prendre les choses entre les mains pour aider le président de la République à satisfaire aux besoins de la population congolaise. Okay. Aujourd'hui, nous l'avons maintenant comme candidat au bureau définitif du Sénat. Déjà, comme il l'a dit, je soutiens l'idée, je ne vois rien que fait le Sénat dans ce pays. Mais seulement comme on doit l'avoir comme aussi une institution de l'État dans ce pays, la Chambre haute du Parlement, s'il doit déposer la candidature, que fera-t-il qu'il n'avait pas pu faire alors qu'il était Premier ministre? Il a la confiance du chef de l'État, c'est dans ses mots lorsqu'il avait déposé sa candidature. Il a une expérience. Moi et toi pouvons être amis, tu peux être quelqu'un de confiance, je peux être quelqu'un de confiance à toi, mais cela ne veut pas dire que je ferai forcément tout selon ta vision. Nous pouvons nous faire confiance entre amis, camarades ou confrères, mais cela ne veut pas dire que je ferai forcément quelque chose pour traduire ta version afin de satisfaire aux gens qui s'attendent beaucoup plus de toi. Merci. Et puis la candidature, c'est plusieurs candidatures là, alors qu'ils n'ont pas réussi à avoir un candidat commun pour l'Union sacrée, ça dit déjà beaucoup. Mais pour ne pas donner des soupçons sur quelque chose que je ne maîtrise pas, nous attendons encore voir ce qu'ils vont faire. Déjà que ça a mal fini, nous avons vu les gens de deux camps, celui de M. Augustin Kabouya et de Joko Beya, qui se sont... Il y a eu des dégâts au palais du peuple. Oui, il y a des dégâts. Et c'est maintenant à cause de ces choses-là qui ne marchent pas bien au sein du Sénat. Voilà pourquoi je posais la question. À qui ça profite tout ça? À qui ça profite? Moi, je pense que personnellement, ça profite à ces gens-là qui n'ont pas pu mettre de l'ordre dans leur façon de faire la politique. Merci. Ça leur profite et ils doivent mettre fin à ça. Sinon, ils font la honte au président de la République. Merci beaucoup à la cabine technique qui vient de nous balancer les images. Vous avez vu, voilà. Ça, il y a eu des cassures. Ça, c'est le palais du peuple. Nous avons eu des cassures, des vitres, tout ça. Mais est-ce que ça pouvait se passer? Et maintenant, si on peut mettre aussi sur le plan sécuritaire, ce palais du peuple n'est pas sécurisé. Le périmètre du palais du peuple. Les palais du peuple a été désacralisé, comme on peut le dire. Si on peut laisser. Votre chute plus rapidement. Moi, si on peut laisser le palais du peuple moins sécurisé jusqu'à ce que les combattants de la force du progrès iront faire des affrontements, c'est déjà une honte qu'on jette sur les présidents de la République. Merci. Et ils doivent mettre fin à ça. Merci beaucoup, cher Ben Punga. La question revient à Marius Moubalama. Il y a certains qui évoque que la candidature de Sama Lukonde ne vaut pas la peine parce que lui-même, à la primature, il a échoué. Même lors des élections du chef de l'État, sa province a donné au chef de l'État 17% et il n'en vaut pas la peine d'accorder le Sénat à Sama Lukonde. Plutôt à Idrissa Mangala, qui la province a donné plus de 80% à Félix Tshisekedi, mais aussi parmi le respect de la géopolitique, la province du Maniema n'a pas été prise en compte lors du partage des responsabilités ou bien des fonctions dans les institutions publiques. Le problème que nous avons dans le pays aujourd'hui, ça s'appelle l'union sacrée. Le problème que nous avons au pays aujourd'hui, ça s'appelle union sacrée. Union sacrée, c'est une bande aujourd'hui des indisciplinés qui, à l'interne même, ils ne se respectent pas. Ils n'acceptent pas de se faire des concessions. Et c'est de cette manière-là qu'ils sont en train de gouverner le pays. Dans le désordre total. Dans le désordre total. Regardez le palais du peuple. Le symbole de la démocratie au pays. Cette zone ici, elle est constitutionnellement inviolable.
Et c'est un endroit de haute, qui doit être hautement sécurisé. Mais regardez. Regardez la scène. Et déjà comme ça qui gouverne le pays. Et c'est dans cette pression ici que le gouvernement connaît de gérer la RDC. Et voilà pourquoi on stagne. Cette scène ici, nous l'avions vécue encore à l'Assemblée nationale. Pour arriver à trouver le candidat commun. Mais je salue la sagesse de Vital Kamerhe qui avait accepté d'aller, n'est-ce pas, par une primaire. D'aller par une primaire avec Bahati. Mais je retrouve encore le même Bahati, candidat encore au Sénat, deuxième vice-président du Sénat. Sans honte but. Je m'imagine Léo Kengo Wadondo, alors président du Sénat, et puis s'est retrouvé encore candidat vice-président du Sénat. Il a été 3 ans durant président du Sénat. S'il veut que ce poste-là revienne à son regroupement, mais il n'est pas le seul cadre du AFDC. Alors ça veut dire qu'il ne sait pas apprécier, il ne sait pas voir, il ne sait pas digérer qu'il soit assis dans la plénière et qu'un autre cadre, n'est-ce pas, de son parti soit au perchoir, soit là devant, dans le bureau. C'est de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme. Et là, il faut dire à la jeunesse que voilà les gens qui sont en train de nous gouverner, comment ils se comportent. C'est d'abord eux. Et le bien, l'intérêt de la population, ça vient après. Tout ce qui se fait là-bas, les victimes, c'est qui? C'est la population. C'est nous. Rappelez-vous, moi je l'ai toujours dit. Quand il s'agit d'un problème, quand quelque chose ne va pas, on pointe du doigt au FCC. Au FCC, oui. Quand quelque chose de mauvais, quand quelque chose bloque, on trouve toujours des motifs auprès des autres. Mais s'il y a quelque chose de bien ailleurs, il faut aussi les copier. Ces désordres ici n'existaient pas sous Kabila. Et vous allez vous rappeler, en 2006-2007, Kabila a choisi son candidat, son dauphin. Pas son candidat, Cheikh qui tourne au perchoir du Sénat. Et c'est Kabila qui était majoritaire au Sénat. Mais de l'autre côté, Bemba, avec le MLC, Union pour la Nation, ils choisissent Ken Wadondo. Et c'est Ken Wadondo qui passe. Et Ken Wadondo n'était pas de la famille politique de Kabila, mais ils ont géré le pays. Ken Wadondo a géré le Sénat pendant 12 ans. Et il n'a jamais eu de casse. On sait ce qui était plus important. Kengo, en 2015, si j'ai bonne mémoire, a sauvé la République à travers le Sénat. Quand l'Assemblée nationale, qui était majoritaire sous Kabila, donc Kabila était majoritaire encore à l'Assemblée nationale, il prend la décision de revoir la Constitution pour amener Kabila à avoir la possibilité de faire 3 mandats. Pour que cette loi puisse passer, il fallait qu'il y ait accord du Sénat. C'est parce qu'il y a mais au Sénat a rejeté cette proposition de loi-là. Et du coup, on a sauvé le pays. L'ARI également. Non, c'est ça. La population et le Sénat a écouté les sons. C'est pour dire que le Sénat est une institution hyper importante. Et il ne faut pas n'importe qui, quand nous voyons déjà comme ça. Ce qui pose déjà problème à la base, c'est la façon dont ils ont été élus. Ils sont tous le fruit de la corruption. Qu'est-ce qu'on peut attendre de là-bas, il n'y a aucun sage. Parce qu'un véritable sage ne peut pas corrompre. Incompétent. Incompétent. Non, ça c'est des fausses accusations que. Je vous rappelle, monsieur le journaliste, peut-être vous l'oubliez, Kofi Olomide était candidat en Équateur. Pourquoi il a désisté? C'est parce qu'il n'a pas si supporté. Je vous dis, Kofi Olomide, un artiste musicien qui n'est pas politique, il a désisté par sa probité morale. Mais nos politiciens ici, c'est pourquoi. Votre chute, plus rapidement. C'est compliqué, donc c'est la honte. La honte nationale, ces comportements-là, c'est la honte nationale. Du coup, l'image de la guerre de 6 jours me revient encore en tête. Lorsque des forces étrangères viennent se battre sur notre territoire. Et c'est comme l'Assemblée nationale appartient aux Congolais et non pas à l'IDPS. L'IDPS ne peut pas venir là-bas pour résoudre les problèmes à l'Assemblée nationale. Ça appartient aux Congolais. S'ils ont des problèmes, qu'ils aillent se battre à l'unité et non pas à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, cher Marius Mobalama. Je rappelle que vous êtes proche du docteur Denis Mukwege. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur les journalistes, pour l'invitation. Et merci à Ben Punga, proche du professeur Noya. Bien sûr, on n'a pas pris le temps d'évoquer une question pour lui, mais dans l'avenir, on va les faire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également, cher confrère. Et merci à Christophe Ntumba, analyste politique indépendant. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, monsieur Cédric. Oui, apparemment, vous avez quelque chose à dire. Ah oui, je
je ne pouvais pas terminer l'émission sans penser à saluer quelqu'un. D'abord, j'informe à mes co-débatteurs que je vais célébrer mon mariage civil ce vendredi à la commune de Limete avec ma future mère des enfants, mais avec Anjinga que je salue. Et le dimanche le 18, nous allons célébrer notre mariage religieux au Goshen Tabernacle. Je suis passé Roger Matondo. Merci beaucoup. Félicitations beaucoup plus et nous serons là. Merci. Nous sommes obligés de... Je serai heureux de vous voir là-bas. Très bonne nouvelle, mais dans cette optique, Bertin Toumba également et Darling Ngoï profitent aussi de cette journée pour célébrer leurs 2 ans de mariage. Ils ont fait signe, ils sont en train de nous suivre à l'instant, à partir de leur maison. Vraiment. Et c'est par ici que nous clôturons cette émission. La question était servez le peuple, car ce peuple-là vous observe. Si vous faites bien le travail, le peuple va applaudir. Et si vous ne le faites pas bien, sachez bien que 2028, vous serez sanctionné parce que vous n'avez pas bien fait le travail. C'est par ici que nous clôturons notre émission d'aujourd'hui. Merci à tous et merci à tous ceux qui nous ont suivis de partout. On se retrouve très prochainement avec les mêmes plaisirs.